Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureux de venir à votre rencontre ce soir sur KTO pour la première émission en débat de la saison. Sur ce plateau, vous le savez sans doute, on entend des voix chrétiennes en dialogue avec d'autres qui peut-être ne le sont pas. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, selon les vers fameux de Louis Aragon dans La Rose et le Réséda. Et sur ce plateau aussi, on a le temps d'aller au fond des choses, de s'écouter et pourquoi pas, soyons fous, de s'entendre. Ça ne va pas toujours de soi dans notre pays et dans beaucoup de démocraties en ce moment. Mais comme dans le poème d'Aragon, ce qui est en débat ce soir, ce n'est pas rien. En somme, c'est la France, c'est l'inquiétude des Français qui sont de plus en plus nombreux à se demander comment ils vont s'en sortir ou comment leurs enfants vont pouvoir se débrouiller dans un monde devenu assez sombre. Vous le savez, cette rentrée est marquée par une situation politique, économique et sociale qui est particulièrement tendue. Il y a le nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, qui est en quête d'une majorité de plus en plus introuvable. Il y a déficit des finances publiques qui se creuse, au point que l'Italie semble désormais un exemple à imiter. Et puis il y a la grogne sociale, elle s'est exprimée fortement dans la rue, pas plus tard qu'hier, avec un fort soutien populaire, si l'on en croit les sondages. Alors, notre pays risque-t-il de s'enfoncer dans le déclin, de se fracturer davantage, voire de sombrer carrément dans le chaos ? Ou alors cette crise peut peut-être, au contraire, nous permettre de prendre un nouveau cap, comme c'est souvent le cas dans notre histoire nationale. C'est de cela que je voudrais parler avec mes deux invités, François-Xavier Bellamy et Benoît Hamon. François-Xavier Bellamy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant, essayiste, philosophe, je ne dirais pas égaré, mais en tout cas engagé en politique, où la vie n'est peut-être pas aussi facile que sur la scène d'un théâtre ou dans une salle de classe. Vous êtes aussi un catholique. Elle n'est pas facile tous les jours. Elle n'est pas facile tous les jours. Vous êtes aussi un catholique qui ne se cache pas, ce qui n'est pas si fréquent dans le métier d'élu, surtout au niveau national. Vous siégez au Parlement européen depuis 2019 et vous êtes aujourd'hui numéro 2 du parti Les Républicains. Bonsoir Benoît Hamon. Bonsoir. Alors depuis l'époque où vous présidiez le mouvement des jeunes socialistes, vous avez eu de très nombreuses responsabilités politiques, notamment celle de ministre chargé de l'économie sociale et solidaire, un sujet qui vous tient toujours à cœur. Et puis vous avez fait un bref passage à la tête de l'éducation nationale. Vous avez connu aussi les temps difficiles de la politique après votre candidature à l'élection présidentielle de 2017. Alors vous avez changé de vie, ce qui est toujours courageux, et vous dirigez aujourd'hui une ONG qui s'appelle Singa. Singa, vous m'avez dit en coulisses que c'était un mot du Lingala, une langue de RDC qui veut dire lien. Une ONG donc qui est engagée pour créer du lien entre les migrants et les personnes qui sont dans le pays déjà. Et puis vous présidez ESS France, une organisation qui veut porter la voix de l'économie sociale et solidaire, justement. Absolument. Alors justement, maintenant que vous êtes un peu plus loin de la vie politique, quel regard vous portez au fond sur la crise que nous traversons aujourd'hui ? Je dirais sur cette crise de régime peut-être. Est-ce que c'est une crise de régime ? Il me semble qu'il faut essayer d'isoler ce qui relève de la France et de ses spécificités, ce qui est des métamorphoses qui concernent à peu près tous les pays et qui interrogent à la fois leur identité, mais aussi les réponses qu'ils sont capables de mobiliser pour adresser ces grandes questions. Je pense qu'il y a, si on garde un regard occidental, je vais caractériser cela comme ça, il y a 4 grandes crises qui aujourd'hui, en tout cas pas crises, transformations, qui sont assez inéluctables, ou voire même inéluctables, et il faut qu'on dise de quelle manière nous positionnons nos sociétés par rapport à ces grandes transformations. Le dérèglement climatique, qui est certain, la science le montre, on a les données qu'il faut, on sait que le dérèglement climatique est devant nous. Et donc la question du modèle de développement que l'on choisit, prédateur ou pas des grands écosystèmes naturels, est une des questions de ce siècle. La deuxième transition, elle est démographique.
L'Europe vieillit, l'Occident vieillit, et à côté de nous, le continent africain connaît une croissance de sa démographie extrêmement forte. Il y avait 800 millions d'Africains sur le continent africain en 2000, il y en aura 2,5 milliards en 2050, et on a là une transition démographique qui doit nous interroger sur la manière dont nos sociétés sont inclusives ou pas, dès lors qu'on veut justement garder un haut niveau de protection sociale ou de services publics. La troisième grande transformation, c'est évidemment l'impact à venir, mais dont on voit déjà la réalité de l'intelligence artificielle et de la révolution digitale sur la connaissance, l'information, le travail. Et là, il y a des grandes questions éthiques qui nous sont posées et tout ça interroge en profondeur à la fois le décideur public, mais les citoyens. Puis la quatrième, c'est pour ça que je dis que c'est un regard occidental, je pense que c'est la fin de l'hégémonie occidentale sur les affaires du monde. C'est que nous rentrons dans un monde assez incertain du point de vue des futurs équilibres, mais la certitude que moi j'ai, c'est que ce n'est plus l'horloge de Paris, Washington ou Londres qui donnera l'horloge du monde. Il faudra coopérer, il y aura des rapports de force nouveaux, et donc tout ça, en même temps, évidemment, suscite de l'inquiétude, de l'angoisse, de l'anxiété, mais en même temps, on peut aussi regarder les choses différemment et se dire que ces transformations sont certaines. Donc on a peut-être plus de certitude que l'on ne croit, et qu'il nous revient de dire comment une société comme la nôtre entend piloter, accompagner, orienter ces transformations de façon à ce qu'elles débouchent sur le bien commun. C'est le débat qu'il faut avoir plutôt, et alors après, dans ce débat-là, et on y reviendra sans doute avec François-Xavier Bellamy, il y a des spécificités françaises. Mais regardons qu'on a quelques certitudes quand même sur ce qui est en train de se passer, et on n'est pas les seuls à affronter ces transformations. François-Xavier Bellamy, Benoît Hamon évoquait la fin de l'hégémonie occidentale. Alors, c'est un sentiment de déclin peut-être qui anime aujourd'hui les Français. Est-ce que ce déclin est inéluctable et est-ce qu'il est minuit moins une peut-être pour la France alors qu'elle effectivement perd de l'influence? On a vu au cours de ces dernières années la France quitter l'Afrique, forcée, la situation au Proche-Orient sur laquelle on n'a pas vraiment de prise, et une sorte de repli de la France et des Français sur un territoire qui n'est plus mondial. Merci pour votre invitation. D'abord, je crois que l'hégémonie occidentale, elle a sans doute disparu depuis très longtemps en réalité. Peut-être que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la réalité d'un monde qui est bien plus multipolaire, avec des puissances qui s'affirment et qui veulent s'affirmer, et le retour de logiques impérialistes qui défient ce que l'Europe avait pu croire au cours des dernières années. L'Europe s'est construite sur le langage du renoncement à la puissance, aux logiques de puissance, et la volonté de construire un monde où les règles et les règles de droit et les règles économiques allaient régir les relations entre les pays et les continents. Aujourd'hui, nous voyons bien que ce monde structuré par des règles est défié de toutes parts par la logique des rapports de force, des rapports de puissance. Et c'est ça le phénomène qui me semble vraiment nouveau. On le voit d'ailleurs depuis l'intérieur du monde occidental, parce que la vérité, c'est que, je reviens d'un déplacement aux États-Unis. Aux États-Unis, on n'a pas renoncé à, je ne dirais pas l'hégémonie, mais en tous les cas à déterminer le sort du monde. En revanche, ce qui est tout à fait frappant, c'est que dans la culture, dans la conscience collective américaine, ces rapports de force semblent redevenus premiers. Et on le voit en particulier dans le comportement du président américain actuel. Donc le fait est qu'il faut que les Européens, il faut que l'Europe, il faut que la France aussi apprennent non pas à trahir leur histoire, parce que nous croyons au droit, nous croyons à la justice, mais à remettre au service de la justice cette capacité de puissance, parce que ça c'est toute l'histoire de notre pays. Au fond, c'est ce que disait Pascal, hein, sans le droit, la force est brutale, mais sans la force, le droit est impuissant. Et donc il faut qu'on arrive à sortir de cette impuissance que nous éprouvons aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, peut-être pour ajouter très, très, très modestement à ce que disait Benoît Hamon à l'instant, je crois que le danger, c'est de présenter l'histoire comme nous confrontant à de l'inéluctable. Oui, bien sûr, il y a des grandes tendances qui sont en train de se dessiner sous nos yeux, et il faut les regarder en face si on veut pouvoir agir, parce que sinon, on est dans le déni de réalité et on ne peut rien faire de bon.
mais il me semble en même temps que la crise politique, en particulier en France peut-être, a consisté à ce que depuis des années, toutes les formations politiques, quelles qu'elles soient, ont expliqué aux Français qu'il allait falloir s'adapter, que le monde était en train d'avancer et qu'il fallait s'adapter à cette marche du monde, qu'il fallait s'adapter à la mondialisation. Parfois, la droite avait ce discours-là. Regardez comment le monde évolue, il faut bien qu'on s'adapte, nous aussi, parce que sinon, on sera maintenant en retard. Il faut s'adapter aux migrations, parce que ce sont des phénomènes inéluctables, disait la gauche, et donc il faut bien faire avec, puisque de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Moi, je crois que le piège de cette rhétorique, c'est qu'elle a expliqué aux citoyens qu'en fait, ils ne pouvaient plus décider, qu'on ne pouvait plus déterminer le destin que nous voulions et qu'il fallait seulement essayer de se couler dans une sorte de fatalité dont nous serions les objets. Je pense que la santé chez le vivant, c'est ce que disait Canguilhem, un grand médecin et un grand philosophe, la santé chez le vivant est aussi dans les organismes collectifs que sont nos sociétés, ça consiste à tenter d'adapter le monde à soi plutôt que de s'adapter et de construire un monde humain, un monde vivable, un monde juste, plutôt que d'être obligé de subir la marche du monde comme elle va, en essayant de faire en sorte de ne pas s'en trouver écrasé ou complètement dépossédé. François-Xavier Bellamy, vous avez fait une sorte de mea culpa pour les politiques en général, la classe politique, comme on dit dans les médias. Est-ce que vous ressentez, je dirais, au quotidien, cette forme de rejet, peut-être, des Français qui ont, vis-à-vis de la politique aujourd'hui, une forme de dégoût et qui, pour certains d'entre eux, disent que s'il y avait par exemple une dissolution, ils n'iraient pas voter, parce qu'on est parti très loin, on a fait un beau panorama, malheureusement pas si beau que ça, en réalité, des défis que rencontre notre planète et dans laquelle la France doit se situer, mais du regard des Français, du regard peut-être de ceux et celles qui nous écoutent ce soir, il y a une responsabilité quand même des politiques, de cette fameuse classe politique. Oui, il y a une défiance qui est très très profonde, bien sûr, très ancrée maintenant, et qui tient à bien des déceptions passées. Et c'est d'ailleurs très particulier d'hériter de cette défiance quand on rentre dans la vie politique. J'y suis entré pour ma part dans la vie politique nationale il y a 6 ans, à l'occasion de l'élection européenne de 2019. Jusque-là, j'avais été élu local, mais je n'étais pas membre d'un parti politique. J'étais, comme beaucoup d'élus locaux, engagé dans mon métier. Parallèlement à cela, j'ai enseigné pendant 11 ans dans les salles de classe du secondaire en France. Et d'un seul coup, se retrouver dans l'arène politique, ça veut dire être confronté en permanence à cette espèce de scepticisme de principe, à cette distance que la politique suscite aujourd'hui, quand en réalité, je pense que Benoît Hamon doit aussi évidemment avoir vécu cette expérience. Nous sommes des Français comme tous les autres qui se trouvent engagés pour un moment de notre vie dans l'exercice d'un mandat, dans une responsabilité singulière, mais on regarde les politiques comme s'ils étaient à l'écart de la société. Et c'est d'ailleurs toujours le rêve de la société civile qui devrait remplacer les partis. La vérité, c'est que les formations politiques sont composées de Français comme tous les autres qui tentent de se retrousser les manches. Et c'est très frappant de mesurer la réalité de cette défiance à laquelle il faudra bien réussir à mettre un terme d'une manière ou d'une autre, parce qu'elle empoisonne de l'intérieur notre vie démocratique. Alors justement, vous avez quitté la vie politique, vous êtes rentré peut-être davantage dans le concret, c'est au fond le chemin inverse de celui de François-Xavier Bellamy. Est-ce que maintenant que vous avez pris ce recul sur la vie politique, est-ce que vous êtes un peu découragé par ce sentiment de déconnexion des élites politiques, de ceux qui nous gouvernent, leur incapacité à se mettre d'accord? Comment vous voyez les choses avec un peu de distance? Non, je ne suis pas du tout découragé. D'ailleurs, je suis un point d'accord avec François-Xavier Bellamy sur ce qu'il a dit à propos de l'exercice de la volonté politique. J'évoquais, moi, des certitudes, mais sur des transformations, sur le dérèglement climatique, mais il y a plein de manières d'y répondre, selon que l'on veuille prolonger l'espérance de vie d'un modèle dont moi je considère qu'il est obsolète quand il crée de la valeur économique par la prédation de l'écologie, ou que l'on veut imaginer un modèle plus tempérant et qui peut toucher la vie des entreprises, leur gouvernance. C'est pareil sur ce défi considérable qui est de savoir où mettons la démocratie dans ce que sont les transformations liées à l'intelligence artificielle, à quel moment
vous et moi nous arrêtons pour dire nous pensons que ces choix technologiques sont des choix qui détruisent le lien social, détruisent les sociétés, et il faut les interroger du point de vue démocratique. On a devant nous des questions passionnantes à l'intérieur desquelles va s'exercer la volonté politique, et c'est un point d'accord que j'ai. Je ne crois pas du tout qu'il faille abdiquer, au contraire, notre aspiration à exprimer des préférences collectives. Et pour ça, je considère que la démocratie reste le meilleur moyen de parvenir à se mettre d'accord sur nos désaccords et aussi sur ce sur quoi nous voulons nous battre ensemble. Alors après... mais comment on fait, Benoît Hamon, quand les Français ont envoyé à l'Assemblée nationale 3 blocs d'importance assez comparable et qui sont, à l'image des Français peut-être, en difficulté pour s'entendre? Comment on fait? Là, écoutez, c'est difficile pour moi, je ne suis plus dedans. Justement. Mais justement... on ne peut pas vous suspecter d'avoir un calcul politique derrière. Ma conviction, c'est que... d'abord, on a une culture politique qui est celle de la Ve République. Donc, on nous reproche de ne pas savoir faire des compromis. Tous les jours, il y a des compromis qui sont fabriqués dans les régions, les départements, localement. Les Français ne sont pas incapables de fabriquer des compromis en politique. Ce n'est pas vrai, ça. Mais la vérité, c'est que nos institutions fonctionnent avec une élection maire et le reste est secondaire, c'est l'élection présidentielle. Et donc, ma conviction, c'est que pour remettre en quelque sorte les pendules à l'heure, c'est qu'il faut que l'élection présidentielle ait lieu. C'est qu'il faut qu'on sorte de ce cycle politique, qui était un cycle assez douloureux, parce qu'effectivement, il fabrique de l'impuissance. Aujourd'hui, en tout cas, c'est le sentiment qu'on a tous. Et que c'est cette élection présidentielle qui donnera à nouveau le là du cycle politique qui va s'ouvrir. Et il faut souhaiter en tout cas que la musique soit claire, audible, et qu'on comprenne où on va. Parce que là, indiscutablement aujourd'hui, tous les uns et les autres se neutralisent et on fabrique des majorités contre davantage que des majorités pour. Il n'y a que, et c'est ça le vrai problème aujourd'hui de cette forme de stérilité de l'action politique gouvernementale et parlementaire. Alors j'aimerais qu'on se penche sur quelques-uns des problèmes qui préoccupent les Français aujourd'hui. Un des problèmes les plus évidents, c'est ce besoin de justice sociale, d'équité. C'est la fameuse taxe Zuckman. J'entendais hier François Ruffin qui disait ce n'est plus à nous de payer, c'est à eux. Alors, il faut savoir à qui c'est de payer. Est-ce qu'il faut faire payer les riches? Est-ce qu'il faut faire payer les retraités? Est-ce qu'il faut faire payer les immigrés, les entreprises, les collectivités locales? La taxe Zuckman, pour mémoire, c'est l'idée d'un impôt plancher de 2% sur les patrimoines des Français les plus riches, supérieur à 100 millions d'euros. François-Xavier Bellamy, il y a un sondage IFOP qui a été commandé par le Parti socialiste, mais qui montre que cette taxe, elle est soutenue jusque chez les sympathisants de votre parti, les Républicains, à 89%. Les Républicains ont basculé à gauche? Non mais ça me paraît assez logique. Si vous demandez aux Français, en leur posant la question tout simplement, est-ce qu'il faut que les gens qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine contribuent au rétablissement des finances publiques, effectivement, je comprends parfaitement que le réflexe spontané soit de dire oui. Le problème de la taxe Zuckman, c'est qu'en fait, elle confond tout et que quand vous parlez d'un patrimoine, ceux qui possèdent plus de 100 millions d'euros de patrimoine, ce qui est évidemment colossal, n'ont pas pour autant nécessairement beaucoup de moyens de trésorerie disponibles. Si vous avez créé une entreprise, et l'exemple le plus connu, le plus cité en ce moment, c'est celui de Mistral, cette rare entreprise française dans l'intelligence artificielle, parce que si on veut réglementer l'intelligence artificielle, il faut aussi qu'on soit capable de la produire. Sinon, on sera condamné, là pour le coup, à subir ce que d'autres inventeront à notre place. On a la chance d'avoir une pépite. Cette pépite, elle vaut 14 milliards d'euros aujourd'hui. Celui qui l'a créé possède 20% de cette entreprise, donc bien plus que 100 millions d'euros. Mais cette entreprise ne gagne pas d'argent. Alors je ne doute pas qu'il a de quoi vivre, évidemment, mais il ne possède pas des dizaines de millions d'euros sur son compte bancaire. Et que devra-t-il faire si on lui dit que chaque année, il doit se séparer de 2% de son patrimoine? Eh bien, il va devoir vendre cette entreprise. Il va devoir la vendre par petits bouts. Et je crois que c'est le plus sûr chemin vers l'échec. Ce qui a permis
aux États-Unis de devenir le cœur de l'innovation actuelle en matière de digital, c'est aussi de créer un environnement qui est favorable au développement. Et moi, je crois que la réalité de cette injustice que vivent les Français aujourd'hui, parce que tous les Français touchent dans leur vie l'expérience de cet appauvrissement collectif que nous sommes en train de traverser. Si on compare le PIB par habitant aux États-Unis et le PIB par habitant en France, ou même avec l'Allemagne, ça fait maintenant quelques années qu'on est en train de décrocher. Et cet appauvrissement, les Français le vivent comme une injustice, en particulier ceux qui travaillent et qui travaillent dur et qui ont du mal à s'en sortir, qui ont du mal à joindre les deux bouts. Mais moi, je crois qu'on ne se sortira pas de cela précisément par les recettes qui nous ont conduits à l'impasse. Et la recette qui nous a conduits à l'impasse, c'est que nous sommes aujourd'hui le pays avec la fiscalité la plus lourde de l'OCDE. Nous sommes le pays avec la dépense publique la plus lourde de l'Union européenne. Et pourtant, tous nos services publics essentiels sont en train de se déliter. Donc, on a deux solutions. Soit on continue, on fait encore plus d'impôts, encore plus de dépenses publiques, mais je ne crois pas qu'on va réparer un modèle qui est cassé aujourd'hui. Soit on se dit, non, changeons de cap au contraire, et faisons en sorte de sortir de ce modèle qui nous a conduit à l'asphyxie. Mais la dépense publique, c'est de la dépense sociale, essentiellement en France. D'abord, c'est de la dépense des retraites, c'est la santé. Est-ce qu'on peut taper là-dedans ou est-ce que on fait quoi? Bon, d'abord, je vais faire une remarque là-dessus. Je ne suis pas d'accord avec François-Xavier Bellamy sur la taxe Zuckman. Au sens où, en fait, ce qui choque les gens, ce n'est pas la richesse insolente, c'est l'injustice insolente. C'est quand vous avez le sentiment, quand la France, alors, pour abonder dans le sens de ce qu'a dit François-Xavier Bellamy sur l'appauvrissement, jamais il y a eu autant de pauvres en France. 15,4% de la population. C'est le chiffre le plus élevé depuis que l'INSEE le mesure. 9,8 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté. Ça, c'est une réalité. Je veux dire, dans toutes les familles, il y a des personnes pauvres aujourd'hui. Et la crainte du déclassement, de basculer, elle est aussi le moteur de la colère des Français. De dire, je ne suis pas loin aujourd'hui d'être dans cette situation. Et le sentiment qu'à côté de cela, il y a aujourd'hui des grandes fortunes qui ne payent pas à hauteur de leur capacité, évidemment nourrit une aspiration à davantage de justice. Et j'entends bien l'argument du patron de Mistral, mais dans les 1500 ou 1600 foyers qui seraient concernés par un patrimoine de plus de 100 millions d'euros, il y en a beaucoup qui ont les liquidités qui leur permettent de payer plus. Et ce qu'il faut trouver, c'est le moyen de faire en sorte que cette contribution soit plus importante, dès lors qu'il a été par ailleurs démontré que la suppression de l'impôt sur la fortune a quand même pas eu d'effet sur l'économie française en matière d'investissement, qui était l'effet attendu et prédit par le président de la République. Mais je note... Rapporter grand-chose au budget de l'État. Non, mais ce que je pense, c'est que... Ça n'a pas coûté grand-chose au budget de l'État. On le dit même, c'est quand des voix, parmi ces 1500 foyers les plus riches, disent eux-mêmes « nous ne payons pas assez d'impôts », il faut aussi les entendre. C'est-à-dire, il y a quand même une forme de je sais pas moi, d'indécence à ce qu'on parle autant de ça et aussi peu des pauvres. Je veux dire, quand le chiffre sur la pauvreté est sorti, on n'a pas eu 25 émissions sur pour dire c'est scandaleux, quoi. Totalement mais c'est ça. Alors, et aujourd'hui, on est là à entendre tout le monde défendre le patrimoine de quelques-uns, là où je pense que honnêtement, ce sera totalement indolore. Qu'on adapte le mécanisme de l'impôt à ceux dont la fortune n'est pas liquide, c'est-à-dire qu'elle repose aujourd'hui sur le fait de détenir une valeur en bourse qui pourrait disparaître du jour au lendemain. Je veux bien, il y a toujours des mécanismes d'adaptation. Mais moi, je suis favorable à cet impôt-là. Est-ce que je peux faire une remarque sur la fiscalité quand même? Je ne sais pas ce qu'en pense. On va peut-être, je sens que François-Xavier Bellamy avait envie de réagir, et on va reparler de fiscalité. Mais, voilà, juste en une phrase, ça fait le lien vers la question fiscale d'une manière plus générale. Moi, je suis totalement d'accord avec Benoît Hamon pour dire que c'est très surprenant pour moi qu'on parle beaucoup plus en ce moment de 1500 riches que de 10 millions de pauvres. Et la taxe Zuckman suscite un intérêt qui me paraît, dans le débat public, assez déconnecté de la réalité profonde de l'enjeu. Est-ce qu'on peut enfin construire un débat dans lequel on ne cherche pas des coupables, mais on cherche des solutions? Et est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que le but, à la fin, je ne suis pas sûr que ce soit si certain pour tout le monde. Le but, à la fin, c'est pas qu'il y ait moins de riches, c'est qu'il y ait moins de pauvreté. Attendez, c'est ça le sujet majeur. Je suis d'accord avec vous. C'est ça le sujet majeur. Et donc,
on va mettre les choses très, très tranquillement dans le débat. Si vous prenez l'année prochaine, comme certains chez LFI le proposent, tout le patrimoine de Bernard Arnault et de François Pinault, moi je ne les défends pas, je suis prof de philo, je ne suis pas un ultra-capitaliste, je n'ai pas un compte en banque qui ressemble au leur. Mais si vous prenez tout le patrimoine de ceux qui, en France, ont la plus grande fortune, vous allez peut-être éponger un peu pour une année un peu de la dépense publique, mais c'est terminé ensuite. Non, donc le vrai sujet, c'est comment on sort ça. On a le pays dans lequel, encore une fois, je le répète, on a 44% de prélèvements obligatoires sur le PIB. C'est unique dans l'OCDE. On a la dépense sociale, 33% de dépenses sociales sur le PIB. Dans l'OCDE, c'est 20% en moyenne. Est-ce que pour autant on vit mieux? Est-ce qu'il y a moins de pauvres? La réponse est non. Et donc, comment on sort de ça? Si on continue d'alimenter un système qui ne fonctionne pas, on pourra mettre autant d'argent qu'on voudra dedans, on pourra aggraver encore ce poids global de la fiscalité sur l'économie française, on n'aura pas pour autant réussi à lutter contre la pauvreté. Je vais réagir quand même pour dire deux choses. Un, on ne va pas prendre tout le patrimoine de messieurs Arnault et Pinault. La vérité, c'est que s'ils ont 1 milliard de fortune, on leur prend 20 millions d'euros. S'ils payent déjà 16 millions d'euros d'impôts, on ne leur en prend que 4 supplémentaires pour les amener au plancher de 2. Donc ça reste quand même relativement modeste, première chose. Ça veut dire que sur 10 ans, vous avez 10% de votre patrimoine qui est parti dans les impôts. Oui, mais ce patrimoine, il augmente. Pas des revenus. Oui, mais la fortune, elle augmente. Là, les chiffres qui sont donnés sont indiscutables, de 10% en moyenne par an. Donc vraiment, c'est indolore pour eux. Je le répète, c'est indolore. Mais après, on peut avoir le débat, mais c'est indolore. L'autre remarque, j'aurais quand même dire, et je suis d'accord avec vous sur un point, vous dites, arrêtons de trouver des coupables, cherchons des solutions. Quand même, Laurent Wauquiez qui fait des assistés, les coupables de tous les problèmes, voire Bruno Retailleau, des immigrés. Donc attention, parce que chacun a ses coupables et ses boucs émissaires. Moi, je ne pense pas, mais je le dis parce que c'est quand même dans le discours politique aujourd'hui, de solutions, hélas, on n'en a pas assez. Alors moi, je vous mets sur la table une proposition, qui est une proposition que j'avais déjà faite en 2017, mais je la remets en discussion. Parce que j'ai parlé avec des chefs d'entreprise, justement, pour essayer de penser une fiscalité plus juste sur les entreprises. Vous observerez aujourd'hui que si vous avez deux entreprises concurrentes, une qui fait 1 million de chiffre d'affaires et qui a 10 salariés, elle va payer 10 fois des cotisations sociales pour ses salariés. La même qui est sa concurrente, qui a tout automatisé, qui n'en a plus que 2, va payer 5 fois moins de cotisations sociales, donc de contributions, d'impôts en l'occurrence, pour financer la protection sociale. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps de penser une fiscalité sociale qui ne soit plus assise sur le nombre de salariés, parce que du coup c'est désincitatif, ça encourage à avoir moins de salariés, mais sur le chiffre d'affaires des entreprises, c'est-à-dire sur la valeur ajoutée, pour mettre à égalité celui qui décide de créer de l'activité uniquement par de la technologie avec celui qui crée de l'activité avec des salariés et de la technologie. Mais Benoît Hamon, on est quand même dans un moment de rupture technologique où justement, sur une concurrence qui est très internationale, les entreprises sont quand même obligées de faire un bond en avant technologique pour ne pas être complètement... Sauf qu'on a une fiscalité qui encourage à faire de la technologie et pas à employer des hommes. Donc il serait bien qu'on essaye au moins d'hybrider la fiscalité de façon à ce qu'elle soit ni technophobe, ni à rejeter la technologie, mais pas non plus finalement désincitative au fait de recruter des gens. Si vous aviez eu des cotisations sociales patronales qui étaient assises sur la valeur ajoutée et non plus le nombre de salariés, je peux vous dire qu'ils sont innombrables, les patrons de PME qui vous disent « faites-le ». Ça nous baissera à nous nos impôts, ça fait sens et ça nous encouragera à employer et à embaucher des gens. Vous êtes sur KTO, la France est-elle en déclin? Peut-elle avoir un renouveau? Avec Benoît Hamon et François-Xavier Bellamy, nous essayons de résoudre cette épineuse question qui nous préoccupe on arrive à la résoudre tous. Tous les deux en tout cas, de l'aborder. On a le temps de se parler sur KTO. François-Xavier Bellamy, j'avais envie de vous renvoyer quand même aux mots du nouveau pape, le pape Léon XIV, dans une de ses premières interviews à la presse, en l'occurrence un média américain. Il a insisté sur l'accroissement des inégalités, les écarts de richesse. Il disait qu'il trouve très significatif que l'écart entre les salaires des classes populaires et ceux des plus riches ne cesse de se creuser. Ce sont les mots du pape. Un PDG qui aurait gagné il y a 60 ans 4 ou 6 fois plus qu'un ouvrier gagne aujourd'hui 600 fois plus. Certains proposent justement de limiter ces écarts. On a parlé des extrêmes de la société, ces Français ultra riches, et puis
peut-être pas les extrêmes, mais une grande partie des Français qui sont aujourd'hui inquiets. Mais la question des inégalités dans un pays aussi égalitaire que la France, elle est posée, et c'est les mots du pape. Mais encore une fois, bien sûr, je le redis, je suis infiniment préoccupé de la réalité de cette pauvreté qui croît en France aujourd'hui et de l'injustice qui se trouve derrière cela. Et je me permets de le dire parce que je crois que c'est l'injustice la plus grave qui pèse sur la France aujourd'hui, qui devrait tous nous empêcher de dormir. Derrière la réalité de ces différences de niveau social, il y a aujourd'hui l'injustice de notre école, dont la faillite en France pèse de manière tellement démesurée sur les plus défavorisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à cette inégalité de conditions matérielles, s'ajoute une inégalité d'accès à la culture et à la connaissance qui moi, a été le cœur de mon engagement. J'ai commencé mon engagement public en publiant un livre sur la crise de l'école qui s'appelle « Les déshérités ». Donc vous voyez, je ne suis pas insensible à la question de l'injustice et de l'inégalité. Maintenant, la vraie question pour moi aujourd'hui, et c'est là que je crois notre débat public souffre parfois, quand on évoque ces questions économiques, d'une difficulté de diagnostic. Le vrai grand problème pour la France, c'est qu'on s'est enlisé dans une situation qui dessert tout le monde, où en réalité, on a fait peser sur l'activité économique, sur la vie de notre pays, sur les salaires. Et là, je partage totalement ce que vous disiez à l'instant. On a un poids qui pèse sur les salaires. Vous pouvez reprendre à votre compte la proposition de Benoît Hamon. Oui, cher Jean-Pierre Denis, on peut s'entendre sur le plateau de KTO. Mais oui, c'est d'ailleurs ce que la droite avait défendu à une certaine époque, qui lui a coûté assez cher, mais le principe de la TVA sociale, l'idée qu'il faudrait déplacer la fiscalité des salaires vers la valeur ajoutée. Et moi, je crois que c'est nécessaire, en tous les cas, d'une manière ou d'une autre, d'alléger les charges qui pèsent sur les salaires. Je le vois comme un responsable associatif. J'ai créé une association pour porter un cycle de conférences de philosophie que je continue un peu partout en France. Moi, je fais ça bénévolement, mais maintenant j'ai des salariés. Mais c'est dramatique de voir que quand on voudrait augmenter des salariés, quand on veut les augmenter, on se trouve dans une situation où les ressources étant limitées, on met parfois beaucoup plus dans le poids des charges que dans le revenu que le salarié va gagner à la fin du mois. Qu'est-ce qu'on fait? On remet sur la table cette fameuse TVA sociale. Il faut commencer par réformer la dépense publique. C'est quand même aujourd'hui le problème majeur. Je le redis, on a un poids de dépenses publiques, 56% de dépenses publiques sur le PIB. C'est unique, encore une fois, dans le CDE. Et pourtant, notre hôpital va mal, notre école est en grande difficulté, les services publics essentiels de la police, de la gendarmerie, de la justice sont de toute évidence confrontés à des difficultés majeures. Est-ce qu'on va ouvrir les yeux sur le fait que ce n'est pas toujours en taxant plus et en dépensant plus qu'on arrive à s'en sortir? Je pense que tous les Français sont d'accord pour dire qu'il faut faire des économies. Simplement, ils veulent que ce soit les autres qui les fassent. Les retraités si on est salarié, les riches si on est pauvre, peut-être les pauvres si on est riche. Alors, comment on s'y prend alors que les dépenses publiques, aujourd'hui, c'est d'abord des dépenses sociales. C'est principalement les retraites, c'est principalement la santé. Dans quoi on taille? Où est-ce qu'on trouve les fameux milliards qui seraient peut-être 44, c'est ce que disait François Bayrou, 21, je crois que c'est ce que propose le Parti socialiste. Où est-ce qu'on trouve entre 20 et 40 milliards d'euros aujourd'hui? C'est là où on aura manifestement un désaccord entre la droite et la gauche. Moi, je crois que c'est pour ça que la réforme des retraites était nécessaire et que dire le contraire, c'était mentir aux Français. Et sur la question de la dépense sociale, Benoît Hamon, vous disiez que Laurent Wauquiez fait des assistés les coupables. Je ne crois pas. Je pense qu'on a un vrai sujet en France avec ce que Laurent Wauquiez appelait l'assistanat, on peut l'appeler comme on veut. Le fait qu'en tous les cas, on a aujourd'hui un dispositif social qui fait que des Français, et ils ne sont pas les coupables de ça. Beaucoup d'entre eux sont les victimes de cette situation, sont désincités au travail. Moi, je vais partout en France et je vois cette situation très étrange qu'on a dans notre pays 3 millions de chômeurs au sens de France Travail et on a partout en France des gens qui disent « je n'arrive pas à recruter ». Des petits entrepreneurs, des grandes entreprises, des restaurateurs, dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Comment est-ce que ça se fait qu'on ait des millions de chômeurs et de telles tensions sur les recrutements dans les entreprises? Benoît Hamon. Et ça c'est parce que le travail ne paye pas assez, mais aussi parce qu'effectivement, avec le poids de cette dépense sociale, on a construit un système qui désincite au travail.
Sur l'existence d'un mal travail ou d'un mauvais travail, on sera d'accord. Et c'est aujourd'hui c'est un vrai sujet de préoccupation de voir à ce point croître la question de la souffrance au travail, mais justement pour mettre en regard des choix politiques qui sont faits maintenant et qui nous renvoient au débat budgétaire. Vous savez, on a justement pour faciliter le retour au travail des personnes éloignées de l'emploi, on a un dispositif qui existe depuis des années, qui est l'insertion par l'activité économique, qui est un grand combat de Claude Alfondery, de plusieurs figures comme ça de l'économie sociale. Et l'insertion par l'activité économique, ce sont, vous les avez, vos téléspectateurs en ont sans doute entendu parler, c'est les chantiers d'insertion, les entreprises d'insertion. Et il y a ce qu'on appelle une aide au poste pour faciliter ce travail de réinsertion. On réapprend à travailler et ce faisant, on reprend sa place dans la société. Bon, il faut le savoir aujourd'hui que le nombre des postes qui sont soutenus par l'État à travers des subventions est en diminution. Est en diminution, ce qui veut dire que quand on parle de lutter contre la pauvreté, là, on va moins faciliter le retour vers l'emploi de personnes pauvres. Donc, ce qui désincite à la reprise d'un emploi, ce sont très concrètement ces budgets du ministère du Travail, de Mme Panossian, qui sont en baisse. Et quand on se disait la taxe Zuckman, à quoi elle peut servir ? Elle pourrait servir à financer ces postes en insertion par l'activité économique qui sont orientés à la baisse. Je dis, c'est très concret. C'est-à-dire que moi, je regarde les projets de budget tels qu'ils sont. Et la vérité, c'est que je constate que le fardeau repose un peu toujours sur les mêmes épaules. Et que pour être aujourd'hui un acteur de la société civile, mais en même temps être dirigeant d'une entreprise, une ONG, c'est une entreprise privée qui est dédiée à des missions d'intérêt général. Indiscutablement aujourd'hui, la situation de nos organisations est en très grande fragilité. Et je veux vous indiquer que il y a un certain nombre d'indicateurs qui devraient alerter les responsables politiques. Pour la première fois, le monde associatif a appelé une journée de mobilisation le 11 octobre. Et là, vous aurez des associations de quartier de toute culture, de toute sensibilité. Les bénévoles, ils sont de droite, de gauche, croyants, non-croyants. Et ce sont dans ces activités qu'ils ont choisies, qui répondent à leur désir citoyen de s'engager, qui sont fragilisés dans des proportions telles que l'Union des employeurs de l'économie sociale, qui structure beaucoup d'employeurs du monde associatif, estime qu'en application du dernier budget, et qui sera aggravé par celui-ci, près de 186 000 emplois pourraient être détruits dans l'économie sociale, donc dans le monde associatif. Et derrière, mais ça, je suis sûr que François-Xavier Bellamy connaît cette réalité, regardons en face ce que sont devenus certains de nos territoires. Il y a des territoires en France, ruraux ou en quartier politique de la ville, où les services publics sont devenus résiduels. Il reste une école, parfois une gare, mais plus grand-chose de services publics, où l'activité économique conventionnelle n'est plus très en forme, et où ce qui tient debout ces territoires, c'est l'EHPAD associatif. C'est la crèche mutualiste ou associative, c'est le club de sport, l'établissement culturel, l'épicerie solidaire, la banque alimentaire, c'est-à-dire... Les catholiques aussi engagés sur le terrain, les évidemment, dans des activités du monde associatif. C'est pour ça que je vous disais, c'est ni droite ni de gauche, ni croyants ni non-croyants, c'est vraiment nos initiatives citoyennes conjointes. Mais ça, ce kilomètre de l'intérêt général qui est assuré par l'économie sociale et solidaire, il peut être totalement... abattu si les politiques budgétaires qui font reposer l'effort sur ce secteur sont maintenues. Je le dis très tranquillement, très tranquillement, avec un peu de gravité. 186 000 emplois potentiellement supprimés, c'est un plan social massif. Et je ne comprends pas qu'il ne soit pas l'objet d'une mobilisation plus grande aujourd'hui des pouvoirs publics. Alors, il n'est pas très étonnant qu'on n'ait pas complètement résolu l'équation budgétaire de la France ce soir sur le plateau de KTO, mais on voit qu'il y a quand même des philosophies qui restent assez différentes. Faut-il taper dans les dépenses ou aller au contraire agir sur les recettes? Je voudrais quand même qu'on aborde un autre sujet qui est important dans les préoccupations des Français et qui est aussi ramené dans l'actualité par une pétition lancée par Philippe de Villiers pour demander un référendum sur l'immigration. Pétition qui est très soutenue par un certain nombre de médias du groupe Bolloré. Alors, le nombre de signataires de cette pétition est tout à fait sujet à caution. On ne va pas s'arrêter là-dessus. Mais Benoît Hamon, vous dirigez Singa, donc, on disait une ONG qui se donne
pour mission l'inclusion des personnes nouvelles arrivantes, c'est comme ça que vous dites, et qui a aussi un credo, la migration est une opportunité pour les pays d'accueil. Comment vous pouvez défendre ça dans un contexte où il y a une inquiétude assez importante des Français? Je crois qu'aujourd'hui, 90% de l'augmentation de la population française est constituée par le solde migratoire, c'est-à-dire la différence entre ceux qui arrivent et ceux qui s'en vont. Bon, c'est une question qui est complexe, c'est-à-dire que là, il faudrait qu'on ait 1 heure avec François-Xavier Bellamy pour en parler tranquillement, d'ailleurs. Et d'ailleurs, merci de nous offrir des espaces comme celui-là, parce que ce dont on souffre aujourd'hui, c'est ces fameux ingénieurs du chaos, c'est-à-dire ceux qui projettent les individus les uns contre les autres. Une toute petite remarque avant d'arriver à votre question. J'étais assez d'accord, je ne sais pas si c'est le fil que voulait tirer François-Xavier Bellamy, mais je pense que ce qui se passe aux États-Unis montre que la division, elle est au cœur de nos sociétés. Et que parfois, le débat civilisationnel, il est entre 2 conceptions de ce que doivent être l'équilibre de nos sociétés. Et pitié, ne reproduisons pas ce que les Américains fabriquent. Nous ne sommes pas des Américains et nous avons une culture, une tradition démocratique qui est différente. Et voilà, si on ne doit pas importer une manière de débattre qui va finir par une manière de se battre et plus de débattre, c'est bien cela et de se mettre et de garder ces espaces de discussion paisibles et pacifiés et pacifiques. Sur la migration, bon, comment vous dire? Oui, moi je ne suis pas du tout pour mépriser la peur et l'angoisse des Français qui disent il y a trop d'immigrés. Nous craignons pour notre identité. Nous craignons pour nos modes de vie. Aucune espèce d'injonction morale à dire bah, écoutez, monsieur, comment c'est ridicule, etc. Si cette angoisse existe, elle se fonde sur un mal-être, des inquiétudes qu'il faut traiter. Ce que je crois, par contre, c'est que dire je suis pour ou contre la migration est aussi absurde que de dire je suis pour ou contre le soleil, parce qu'il y a toujours des migrations. La question, c'est de savoir quelles sont les politiques d'inclusion ou pas que nous mettons en œuvre. Et je vais prendre un débat, parce qu'il faut qu'on soit honnête jusqu'au bout dans ce débat-là. Il faut savoir qu'on peut aujourd'hui manifester contre l'allongement de la durée ou de l'âge légal de départ à la retraite et manifester aussi contre les migrations. Sauf que si on enlève les cotisations des travailleurs étrangers de notre système de retraite, l'âge légal pour équilibrer le système, c'est 68 ans. Donc, il faut qu'on comprenne qu'aujourd'hui, une partie de nos modes de vie, nos mécanismes de solidarité reposent sur la contribution des étrangers à cette identité de la France. Et que le discours qui consiste à dire, comme par miracle, enlevons ce problème, entre guillemets, et nous réglerons nos difficultés, ne fonctionne pas. Là où je crois, parce que, juste un mot, c'est que je trouve que c'est pas très chrétien, par ailleurs, comme si je peux me permettre, ce discours-là, mais pas très chrétien depuis, mais alors, vraiment au sens profond du terme. Oui, on vous comprend, on vous comprend très bien sur cette Et j'ai aucune expression. espèce de naïveté, mais je crois simplement qu'il faut essayer de révéler le potentiel et la compétence des gens, parce que ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, nous rejoignent parce qu'il y a des emplois disponibles, parce qu'il y a des diasporas, et parce qu'ils ont quitté leur pays pour des raisons qui nous amèneraient à quitter probablement la France. Alors, est-ce que c'est inéluctable, François-Xavier Bellamy, comme le disait Benoît Hamon, et est-ce que c'est... Non, je dis que la migration a toujours existé. Oui, vous avez évoqué les chiffres démographiques aussi pour l'Afrique. Est-ce que c'est inéluctable que de plus en plus de personnes viennent chez nous, et est-ce que c'est pas très chrétien de vouloir s'y opposer? Moi, je ne crois pas du tout que la migration soit un phénomène inéluctable. D'ailleurs, la meilleure preuve de cela, c'est que nous vivons depuis quelques décennies un phénomène qui est inédit dans l'histoire de l'humanité, dans les proportions qu'il a pris, un phénomène qui est surtout inédit dans l'histoire de notre pays, et c'est ce qui explique les réactions que vous évoquiez à l'instant. Je pense que le grand danger, c'est d'expliquer aux Français que de toute façon, on n'y peut rien. En fait, il y a 2 options disponibles, mais il faut simplement choisir. Soit on considère que on n'a aucune prise sur le phénomène migratoire, autant abolir les frontières, du coup, considérer qu'elles n'existent pas, mais nous serions le seul continent à le faire. Partout dans le monde, les pays ont des frontières. En Afrique, les pays ont des frontières. Moi, j'ai pas dit ça. Hein. Mais ça revient un peu à dire ça. Quand on dit de toute façon la migration existe, et la seule question, c'est comment on accueille et comment on inclut, ça consiste à dire en réalité que ou comment on exclut pas grand-chose. grand-chose. Mais vous avez le droit. Mais il y a l'autre position qui consiste à dire effectivement, ce qui ne marche pas.
vous le constaterez. Comment on exclut? Parce que vous pouvez dire je pose des barrières administratives, je pose des barrières technologiques, je pose même des barrières humaines à la migration, ça ne marche pas. Madame Meloni vient d'accorder 450 000 permis de travail d'ici 2026. Mais par contre, justement, c'est très intéressant. Aux étrangers. Madame Meloni. Elle donne des permis de travail. Donc, en Italie, il n'y a pas le droit du sol et ces étrangers ne seront pas naturalisés. Ils viennent travailler, mais ils ne deviendront pas le droit du sol, c'est italiens. différent, c'est si on fait des enfants. Oui. Parce que la naturalisation, Oui, c'est encore autre chose. En France, on a un modèle complètement différent. Ce que je veux dire par là, c'est que ça n'implique pas du tout les mêmes conséquences pour la société italienne. En Italie, François-Xavier Bellamy, s'il n'y a pas un seul restaurant, il n'y a pas un seul café qui fonctionne sans l'emploi de personnes étrangères. C'est un autre, mais c'est ce qui est très intéressant, c'est une autre manière de dire c'est inéluctable, on aura besoin des migrants pour faire tourner nos entreprises. C'est le thème de notre je me permets émission ce soir, le chaos ou l'espoir. Est-ce que les choses sont inéluctables? Ce que je voulais dire, c'est que Mme Meloni, je ne suis pas italien et elle mène la politique que les Italiens lui ont demandé de mener, mais en décidant d'accorder des permis de séjour, on fait autre chose que d'expliquer que de toute façon, on n'a pas le choix que de laisser les gens débarquer à Lampedusa. Et pour le coup, elle a lutté de manière très déterminée contre l'immigration irrégulière. Et je pense que c'est nécessaire pour redonner aux sociétés de nos pays le sentiment que c'est nous qui décidons et pas les passeurs qui décident et pas des réseaux criminels qui font du trafic d'êtres humains qui me paraît bien peu chrétien. Parce que je reviens sur l'argument maintenant du christianisme. Je trouve ça assez fascinant d'entendre, y compris d'ailleurs bien souvent à gauche, mais c'est un discours qu'on entend aussi à droite, qu'on entend aussi dans le monde de l'entreprise. De toute façon, on a besoin de ces gens-là pour faire tourner nos boîtes, pour faire fonctionner nos sociétés. Par exemple, un argument qui est très souvent employé, voilà, on a besoin de médecins étrangers parce qu'on n'en a pas assez en France. Mais ce discours-là me paraît très peu chrétien, pardonnez-moi de le dire, il me paraît extrêmement instrumental. Et en réalité, en faisant ça, on vide les pays en développement d'une partie très importante de leurs forces vives. Si on veut aller chercher, comme le faisait le gouvernement français il y a quelques mois encore, si on veut aller en Afrique chercher des médecins, mais qu'on se rende compte de l'injustice immense qu'on cause. On retire au continent africain les médecins dont les souffrants ont besoin dans leur pays. Il ne faudra pas s'étonner ensuite que les malades viennent aussi. Enfin, je ne peux pas ne pas les comprendre si on retire à ces pays les moyens de se développer. Ce modèle-là, en réalité, et moi, je l'ai vu un peu partout où j'ai eu l'occasion d'aller. Ce modèle-là, c'est aussi celui de ces États souvent très corrompus, souvent profondément injustes, qui font de la migration l'occasion de leur business model. On exporte le désespoir pour ne pas avoir à s'y confronter. On laisse partir, on fait partir même des jeunes qui effectivement n'ont aucune perspective économique dans des pays qui sont incapables d'assumer sérieusement, dans des États qui sont incapables d'assumer sérieusement la tâche de leur développement. Et ensuite, on importe des devises qui viennent d'Europe. Pardon, mais ce modèle-là ne me paraît pas du tout chrétien. Si on veut être sérieusement loyaux, intègres, honnêtes dans notre relation avec les pays en développement et notamment avec le continent africain, on a le devoir de cultiver une relation qui soit plus adulte et de ne pas faire comme si on allait se défausser de notre propre vieillissement en important leur jeunesse, en laissant ces pays-là, du coup, et en particulier leurs dirigeants, ne pas affronter les difficultés auxquelles ils doivent pouvoir... Je trouve qu'il a fait un peu diversion quand même. Non, mais alors en tout cas, nous sommes sur KTO. Et donc j'ai tenté de répondre loyalement à la question que vous posez. Nous sommes sur KTO, donc le fait de savoir si une position politique est chrétienne ou pas très chrétienne me paraît un débat extrêmement intéressant et je vous remercie en tout cas Benoît Hamon de l'avoir mis sur la table pour ce débat ce soir sur politique, le chaos ou l'espoir. J'ai envie, puisqu'on est sur le christianisme, quand même de vous demander justement Benoît Hamon, est-ce que vous pensez que les chrétiens ont un rôle particulier à jouer pour redonner un peu d'espoir à notre pays ? Oh, ben évidemment. Mais en fait... d'espérance aussi, c'est-à-dire que peut-être qu'on n'a pas d'espoir à court terme que ça la change, parce qu'on regarde autour de soi toute une série d'ingrédients qui vous disent « Waouh, la situation est quand même tendue ». Mais que ça ne nous empêche pas de partager des espérances. Et elles peuvent être spirituelles et chrétiennes, ou elles peuvent être politiques. Mais c'est, je crois, ce chemin-là qu'il faut qu'on arrive à réouvrir, pour surtout pas être prisonnier, finalement,
de ce climat extrêmement anxiogène et des murs qu'on est en train de construire entre nous. C'est pour ça que moi, je vous le dis, je suis très preneur que peut-être sur cette télévision, ou cette antenne, on ait des moments pour débattre des questions de migration en profondeur, parce que la question qu'a posée François-Xavier Bellamy dans mon ONG, où il y a des non-croyants, des chrétiens, des musulmans, des juifs, où tout le monde, où la question de Notre ONG qui s'appelle Singa, on rappelle. Voilà, où à la fois dans les nouveaux arrivants comme dans les locaux, il y a tout. Mais cette question de l'utilité ou l'utilitarisme, quand vous dénonciez de cette forme d'instrumentalisation des étrangers, évidemment c'est une question qu'on se pose, parce qu'on a constaté quoi? Une déshumanisation des migrations. Écoutez le langage. On parle de submersion migratoire, donc on parle de front migratoire, d'offensive migratoire. C'est ou le langage de la guerre ou celui des catastrophes naturelles qui est utilisé. Et on déshumanise des personnes, on oublie que derrière ces personnes, il y a un père, une mère, un enfant, un oncle, un chagrin, un amour, un espoir, et pour les ramener à des nombres. Et tout ça, pour nous, c'est crucial de ramener ce débat dans une discussion entre personnes à propos d'autres personnes. Et si je peux faire une suggestion, parce que vous êtes un média, ce qui me frappe beaucoup, c'est que c'est quand même le seul débat où on parle, qui soit aussi présent sur les chaînes, et on n'entend pas les principaux concernés parler. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à parler de migration sans les personnes migrantes. On leur prête des intentions, mais on ne les voit pas dans l'espace public au sens où on ne les entend pas. Je crois qu'une forme de maturité collective consisterait aussi à ouvrir l'espace public davantage à la parole de ces femmes et de ces hommes, forcément parce qu'ils travaillent, parce qu'ils sont nos voisins, parce qu'on les connaît dans les entreprises, etc. Mais je peux vous assurer que cette question, on se la pose nous aussi dans notre plaidoyer. Est-ce que c'est un bon argument que de parler du fait que nos entreprises ont besoin de main-d'œuvre étrangère? Est-ce que c'est pas les ramener à une forme d'utilité économique, là où un architecte n'a pas envie forcément de faire de la plonge, là où un prof n'a pas envie de monter sur un chantier, ce qui est la réalité au passage de la France, où il faut 10 ans en France, en moyenne, pour qu'un réfugié, une personne réfugiée ou un nouvel arrivant retrouve son statut social d'origine. 10 ans, vous imaginez ce que c'est Alors, considérable. Il nous reste moins de 2 minutes et j'ai envie de vous demander pour terminer si une politique de l'espoir justement est possible, voire de l'espérance, vous faisiez la distinction Benoît Hamon, face aux politiques du ressentiment qu'on voit poindre dans les deux camps, d'ailleurs à gauche ou à droite. Est-ce que c'est possible, François-Xavier Bellamy ? Oui, je crois, à condition qu'on ne se trompe pas sur ce que c'est que l'espérance. Moi, je suis toujours très, très irrité par le discours de l'optimisme obligatoire. Vous savez, quand on a fait la liste de toutes les choses qui ne vont pas en terminant, ah non, mais ça finira bien, il faut être optimiste. Ben non, parfois, il y a des moments où il faut regarder la réalité en face et elle offre peu de raisons d'être optimiste. Ben, c'est précisément dans ces moments-là qu'on a besoin d'espérance. L'espérance n'est pas l'optimisme. L'espérance est même probablement le contraire de l'optimisme. C'est pas quand tout va bien, que votre vie prospère, que vos enfants sont heureux, que vous avez le plus besoin d'espérance. C'est quand vous êtes confronté à la maladie, à l'épreuve, au deuil, c'est dans ces moments-là qu'on a besoin d'espérance. Et c'est peut-être dans les moments où on a le moins de raisons d'être optimiste qu'on doit vivre l'espérance. Parce que l'espérance est d'abord un combat intérieur, c'est la volonté de croire que quelque chose de meilleur est possible, même quand tout semble vous dire le contraire. Et surtout, l'espérance, c'est quelque chose qui nous dispose à agir. L'optimisme déresponsabilise. Si vous croyez que de toute façon tout finira bien, pourquoi vous engager? Mais c'est précisément parce qu'on n'a pas la certitude que tout va bien finir que l'engagement est nécessaire. Et l'espérance est cet engagement. Et je crois que c'est ce à quoi on est appelé aujourd'hui, c'est sûr. Merci beaucoup pour la qualité de cet échange, François-Xavier Bellamy, Benoît Hamon. Merci à vous. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cette émission sur ktotv.com. Vous pouvez l'écouter sur les plateformes de podcast ou sur KTO Radio. Plein de façons de revoir, de réentendre ce débat donc. À très bientôt sur ce plateau pour une nouvelle émission en débat.